Ça aide pas parce que du coup, on pousse les femmes hors de la technique en fait. On les pousse vers des rôles humains, sociaux, voilà. Moi, j'ai déjà eu en entreprise un client qui voulait parler qu'à la femme de l'équipe et du coup, elle s'est retrouvée catapultée chef de projet alors qu'elle voulait coder quoi. Mais du coup, le temps où elle gère le client, elle code plus et comme elle code plus, ben, elle monte pas techniquement. Et après, on va lui dire bah oui, mais techniquement, du coup, c'est un peu juste. Il y a des mécanismes comme ça qui font que effectivement, c'est plus dur. L'IT étant très masculine, en fait, les critères pour monter sont très masculins. Oui, bienvenue sur Yeso et IT Women Network. Ici, on donne la parole aux femmes de la tech, on rend visibles les rôles modèles et on parle sans détour de mixité, de leadership et de pouvoir. Chaque semaine, je partage des parcours, des chiffres et des prises de position pour inspirer, comprendre et surtout accélérer la mixité dans la tech. Hey, la joyeuse bande Yeso. Aujourd'hui, je suis encore très ravie comme d'habitude parce que j'ai ma copine Angélique avec moi. Donc du coup, on va échanger, on va parler de son parcours, on va parler de plein de sujets. J'espère que ça va vous plaire. Bonjour. Ça va Angélique? Ça va super. Ça démarre bien. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Oui, bien sûr. Du coup, Angélique Jarre ou Angélique Henry, ça dépend des endroits et des moments. Soutenir les actions de Yeso, c'est aussi liker et s'abonner sur cette chaîne dès maintenant. Mais oui, je suis staff software engineer actuellement chez Filigrane. Je suis aussi maman de 2 garçons très énergiques et je fais plein de choses, mais je suis aussi bassiste dans un groupe amateur pop-rock. Et voilà. Ouais, c'est ça, c'est ma copine rock, d'accord, d'accord. Ouais, tu nous as parlé de Filigrane. Qu'est-ce que vous faites? Quelle est la spécialité de Filigrane? Qu'est-ce que tu fais là-bas et tout ça, tout ça? Alors, Filigrane est une entreprise qui propose un logiciel open source de gestion de la cybermenace et de simulation d'exercices d'attaque cyber, par exemple. Donc, c'est une entreprise qui est très jeune, qui a un peu moins de 2 ans et qui a été montée par 2 personnes, donc Julien et Samuel, qui avaient besoin d'un outil qui n'existait pas dans la cybersécurité, qui ont commencé cet outil sur leur temps libre et en fait ils ont fait quelque chose de tellement pratique et facile d'utilisation que ça leur a permis de lancer une entreprise sur ce produit, quoi. Ah ouais, tellement utile. Ok, et du coup, tu es staff ingénieur chez eux. Tu peux décrire c'est quoi ton travail réellement? Déjà en français, comment on aurait appelé ces métiers, enfin ce poste par exemple? Oui, c'est vrai que les nominations elles viennent beaucoup des États-Unis en fait et des grandes boîtes américaines. Donc dans le développement informatique, on est souvent software engineer, donc c'est ingénieur en informatique. Et après, on devient expérimenté, donc là c'est plutôt senior software engineer. Et staff software engineer, c'est un peu plus un poste de responsabilité technique avec un peu de leadership. Donc c'est pas un poste de management, ça, on va pas manager des personnes. Par contre, là je suis en responsabilité de la qualité technique du produit et du fait que les développeurs et les développeuses dans l'entreprise aient les bons outils, que je leur donne les bonnes informations, que je les guide dans les développements, je leur prépare un peu le chemin sur certaines choses, un peu tout ça, quoi. C'est responsable technique un peu plus que lead tech du coup, puisqu'il y a la partie un peu management que tu disais. C'est un mix de tout, c'est ça? Après, il faut voir qu'en fait, malgré les postes, chaque entreprise a un peu une implémentation du poste, j'ai envie de dire. C'est pas parce qu'il y a un intitulé que le poste est le même dans toutes les entreprises, mais globalement, ça peut être, ça peut être lead dev dans certaines entreprises ou lead tech, j'imagine. Ouais. Donc, ouais. D'accord. Et le quotidien pour un tel métier, c'est quoi? Tu fais de la veille une partie, plus de l'accompagnement technique et tes développements à toi. C'est comment ça se concrétise réellement? Alors, c'est le plus dur, c'est de trouver de l'équilibre entre tout. Moi, j'ai tendance à aimer le côté un peu pompier du métier qui est d'aller réparer les problèmes de production, les problèmes de performance, etc. Donc, il y a une partie
du coup de mon temps qui est sur les problèmes complexes de production, où j'essaie de trouver des solutions, pas toute seule, hein, on est plusieurs. Et après, il y a une partie de développement de nouvelles fonctionnalités dans l'application. Il y a une partie d'accompagnement des autres développeurs et développeuses qui développent leurs propres fonctionnalités, donc un peu comme des fois des architectes techniques ou des choses comme ça. Et voilà, globalement, c'est un peu ça. Puis il y a la communauté aussi, donc comme c'est un produit open source, en fait, il y a un Slack public dans lequel les personnes qui utilisent le produit, que ce soit open source ou en version enterprise, peuvent venir poser leurs problèmes, leurs questions. Voilà. Il y en a qui développent un peu, donc ils ont aussi des questions de comment est-ce que je peux faire une requête pour faire ça ou ça. Enfin, voilà. Donc c'est un peu tout ça. Ça, je comprends avec tes explications. Là, je pensais que quand ils ont créé l'entreprise, les fondateurs de Filigrane, du coup, il s'est passé en privé, pas open source. C'est-à-dire, c'est maintenant que enterprise, la version enterprise qui tourne. Mais en fait, vous gardez encore, il y a toujours une communauté open source, en fait. C'est libre service. Oui, alors ce qui fait vraiment la force de OpenCTI, là, c'est que la communauté open source, elle est quand même très très active. Et c'est une force. Donc, de toute façon, l'application est toujours disponible en version open source. On va dire que le grand principe, c'est que quand on a des besoins pour démarrer, ou quand on est une petite entreprise, ou une petite association, j'en sais rien, enfin voilà, des organisations, on peut utiliser OpenCTI en mode open source. Et après, quand on a besoin d'avoir des choses beaucoup plus complexes, avec beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus de fonctionnalités, là, il y a la version Enterprise qui rentre en compte. Et moi, j'aime bien cette idée de dire les gens qui n'ont en fait pas trop de sous ou pas trop de... Voilà, qui démarrent, peuvent démarrer gratuitement et librement. Puis voilà, le jour où il y a besoin d'un support très fort parce que la plateforme est très utilisée, etc. Là, il faut bien, à un moment donné, payer les salaires des développeurs, des développeuses et de tous les gens qui font que ça fonctionne. Oui, et c'est peut-être ça aussi le secret de Filigrane, parce qu'au final, moi, quand tu les as rejoints, j'ai commencé à les suivre. Et j'avoue que c'est une dynamique de fou, c'est en train d'exploser. Enfin, vous commencez à sortir de la France, en fait. Comment la dynamique là en ce moment? C'est cette année, là, la bascule cette année, donc avec. Alors, je suis pas une experte en démarrage de start-up. Hein. Il y a série A, série B, etc. Mais je fais des levées de fonds. Et donc là, en 2024, avec la levée de fonds, ça a été l'ouverture à l'international, donc Australie, États-Unis, d'autres pays. Non, sûrement, je n'ai pas en tête là. Et avec un boost quand même côté américain, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, ils ont quand même pas mal de sous aux États-Unis, donc c'est toujours intéressant. Et c'est vrai que en fait, ça part à fond, quoi. Je pense que le produit se vend bien et ça part à fond. Et vos types de clients, c'est plus des entreprises ou vous commencez à toucher les services publics comme par exemple aux États-Unis, FBI ou je ne sais pas quoi. Vous commencez à toucher des gros comme ça ou même pas encore? Alors, comme c'est open source et que n'importe qui peut le télécharger sans qu'on le sache, je ne peux pas avoir une réponse exacte sur qui l'utilise en fait, parce que voilà. Après, de ce qu'on sait, il y a beaucoup d'organisations gouvernementales. D'accord. Parce que en fait, il y a plusieurs produits. Moi, je suis plus sur le produit de gestion de la cybermenace, mais en fait, il sert à plusieurs choses. Il peut servir à suivre et traquer les fake news. Il peut servir à suivre des menaces informatiques. Ça peut servir à suivre des menaces plus politiques. Ça peut servir à vraiment beaucoup de choses. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'organisations qui trouvent ce qu'ils veulent y chercher dedans. Parce que c'est assez complet et tout en restant flexible, en fait. D'accord. Et vous êtes sur quoi comme stack technique? C'est différents stacks selon les équipes ou bien vous êtes plutôt sur de stacks comme pour les applications ou de logiciels durs ou c'est quoi en fait? Chaque produit
Parce qu'il y a un troisième produit qui arrive. Mais chaque produit a une stack technique différente. Parce que c'est des choses qui allaient le mieux avec ce dont le produit avait besoin. Donc, OpenCTI, c'est Elasticsearch et Redis qui servent en base de données. Redis sert aussi pour d'autres choses. Il y a Node.js côté serveur et puis React côté front-end. J'ai oublié RabbitMQ. Et tout un écosystème. Et c'est là où la communauté est très très fort, est très présente et très voilà. Tout un écosystème de connecteurs en Python. D'accord. Donc au niveau de la stack technique, c'est un peu ça. Et après, il y a d'autres produits, par exemple OpenBass, qui est le produit qui sert aux exercices. C'est Bridge. De tête. Bridge Attack Simulation, je crois. Je pourrais pas t'aider. Il ne faudra pas que les gens de filigrane regardent, mais voilà. Du coup, le back-end, c'est du Postgres et puis du Java Spring. Ok. Et le front est aussi en React. Ouais. Donc voilà, les technos sont vraiment en fonction des besoins des produits en fait. Ouais. Je sens que tu t'éclates en tout cas. C'est trop bien. C'est trop bien. Alors, on a assez parlé de tout ça. Est-ce que tu peux me parler de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à ce niveau-là en fait, tout simplement? Ouais. Quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé au lycée pour moi où en fait, l'ordinateur n'était pas si présent quand moi j'étais au lycée. Internet n'existait pas vraiment. C'est ça. Elle parle comme si elle était des années 50, tu sais. Moi, tu ne vas pas m'avoir. On s'inscrivait à l'université avec le Minitel. Oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, moi, l'ordinateur, il arrivait à la maison parce que ma grande sœur devait s'inscrire aux études supérieures et que c'était plus le Minitel, c'était maintenant par Internet. Donc, c'est un peu le début du phénomène. Voilà. Et oui, quand j'étais au lycée, moi j'étais pas mal scientifique et matheuse. Donc j'ai fait une filière S générale. Et le lycée dans lequel j'étais, c'est un lycée technique à Narbonne. C'est un lycée technique. Et du coup, il y avait une option qui s'appelait technologie industrielle. Donc j'ai fait S avec cette option, et, qui n'est pas STI, mais c'est vraiment... Et ça a été renommé en SI, donc sciences de l'ingénieur, juste après, parce que je pense qu'on confondait un peu. Donc voilà, j'ai fait un bac général S, mais option déjà technologique. Et puis avec les personnes du lycée, on avait fait un salon d'orientation là, à Montpellier, la grande ville. Ah ouais, tu avais quand même parcouru pour aller jusqu'à Montpellier. Ouais, en train de mémoire. Et voilà, c'est là où j'ai fait le tour des stands et tout. Et puis en fait, j'avais l'impression que l'IUT d'informatique, c'était ce qui me correspondait le mieux. J'avais un prof de physique-chimie qui voulait absolument que je fasse prépa, mais moi je ne comprenais pas en fait, parce que je ne savais pas ce que c'était la prépa. Et je ne me voyais pas du tout ingénieur. Je me disais que les ingénieurs, c'est des gens... Dans des pièces là, avec des blouses blanches, avec des grands tableaux qui écrivent des formules. Et surtout pas des femmes en plus. Non, je me posais pas cette question à ce moment-là. Ah ouais, ok. Mais juste, j'avais l'impression que c'était une élite. C'était pas ça que je voulais faire. Moi, je voulais travailler, être coder, voilà. Être ce que tu es aujourd'hui. En fait. Voilà. Et du coup, j'ai pas. Et puis je faisais déjà de la musique, je faisais déjà du piano, je faisais du cirque un peu et du théâtre. Et donc j'avais dit, j'avais un prof de maths avec qui j'avais dit, mais moi je veux continuer à faire de la musique, du théâtre en même temps que les études et tout. Il m'a dit, va à l'IUT, t'as raison quoi. Et donc voilà, j'ai attaqué l'IUT. Et en fait, j'ai adoré parce que l'informatique, c'est tout, j'ai vraiment bien accroché, quoi. Et j'ai fait du théâtre en même temps, j'ai fait des cours de guitare aussi. Ton groupe actuel, là, il a commencé à cette époque-là? Non, dans la première entreprise. Ok. Voilà. Donc, le prof de maths m'avait dit, bah oui, effectivement, si tu veux avoir des loisirs et faire tes études, l'IUT, ça va. Et en fait, moi, ça m'allait très bien. L'IUT, c'est très cadré, il y a des TP en petits groupes, c'est pas comme l'université où tu es dans un amphi, et puis, c'est pas comme prépa aussi, où tu n'as pas de vie à côté, c'est plus compliqué,
Donc, Ok. voilà. Et À après, Montpellier, du coup, ouais. ouais, après l'IUT, tu as attaqué le monde du travail ou tu as Pas fait du quoi? tout. Non, j'ai eu la chance incroyable de rencontrer des gens qui venaient à l'IUT via la NPE, donc France Travail, je ne sais France pas comment ça Travail, s'appelle. ouais, voilà, Pôle emploi, voilà. Ça Donc change. des gens qui étaient là en reconversion en fait, Mhm. qui passaient le diplôme de l'IUT pour être sur le marché du travail et qui m'ont dit mais écoute, vu les notes que tu as, etc., mais t'arrêtes pas à l'IUT, quoi. Vas-y, continue, c'est tellement dur de reprendre les études après Oui. qu'il vaut mieux que tant que tu es lancé, tu continues, quoi. Et Donc là, a germé dans mon idée, effectivement, de continuer après l'IUT. Et du coup, j'avais postulé. Donc, j'étais à Montpellier. Il y avait Polytech Montpellier. Après, il y avait le réseau INSA. Donc, j'ai postulé dans le réseau INSA à Toulouse et à Polytech Montpellier. Mais en regardant les programmes, en fait, Polytech Grenoble m'intéressait beaucoup plus que Polytech Montpellier. Donc voilà. Et j'ai complètement foiré l'INSA de Toulouse. Ah, tu l'avais quand même intégré? Non, pas du tout. En fait, comme je venais d'un IUT, j'avais un examen pour pouvoir D'accord. avoir le droit, Oui, ok. éventuellement, d'intégrer l'INSA. Oui, voilà. Parce que comme j'étais pas major de promo, Il fallait j'étais passer 6e par sur 150. ça C'est pas va, suffisant quand pour même, eux. Donc sur voilà, c'est 150, pas suffisant pour l'INSA. C'est quand même Non, beau, non, ouais. mais maintenant ils ont changé, je pense. Mais on parle d'il y a quelques années en arrière, c'était pas tout à fait aussi ouvert en fait au bac plus 2. Et du coup, il te restait que le choix de l'IUT de Polytech Grenoble? Non, j'ai raté l'INSA Toulouse, c'est tout, mais je suis allée à Grenoble passer aussi les entretiens de sélection. Et Polytech Montpellier, j'étais prise de suite, mais c'était très informatique de gestion, donc très dans l'économie et tout. Moi, j'étais pas hyper. Et Grenoble, donc j'ai été prise à Grenoble finalement. Mais genre, je ne me rappelle plus exactement, mais genre le 29 août pour une rentrée au 3 septembre. Oula, ok. C'est un chamboulement total de tous les... Donc on a eu un week-end pour trouver un appart et tout. Mais finalement, ouais, j'ai fait Polytech Grenoble et le premier mois, j'ai cru que je m'étais complètement trompée, quoi. Parce qu'en fait, ils ont fait soi-disant un rattrapage de maths. Et en fait, ils nous ont mis des maths que j'avais jamais vues de ma vie. Genre des transformés, des trucs, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin voilà, ceux qui connaissent sauront. Mais, et de l'électronique à fond, alors que voilà. Et franchement, le premier mois... T'as dit, je suis je me pas suis à ma trompée, place, quoi. Genre, Et en fait, après, quand ça a été de l'informatique, nickel, quoi. Mais... D'accord, ouais, le premier mois était dur. Et du coup, quelques années plus tard, tu es diplômée ingénieur dans informatique. Du coup, en tu 2006. t'es spécialisée en développement directement ou c'était... Oui, c'était du développement. Je suis sortie en 2006. Alors, c'était l'éclatement de la bulle Internet, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas trop d'embauches, en fait. Quand on a cherché du travail. J'ai rencontré mon mari aussi à l'école, donc on cherchait du travail à deux. À deux, donc plus compliqué encore. Et voilà, on a trouvé à Lyon, quoi. D'accord. On a déménagé de Grenoble à Lyon. On a cherché à Grenoble, hein, mais il n'y avait pas trop. Et c'est tout de suite que vous avez trouvé dans la même boîte ou... Pas du tout, j'ai coopté mon mari. D'accord. On le dénonce, il a été pistonné, d'accord? Ils le savent, hein, il m'avait filé les sous à l'époque. Hein, Non, mais je rigole, bien sûr, les cooptations se fait beaucoup. Ok, donc du coup, tu as rejoint le monde du travail en tant que développeuse et là, vu qu'on se connaît, je le dis, tu es restée longtemps dans cette entreprise. Chez Worldline, 12 ans. 12 ans sur Worldline, sur un poste de développement, jusqu'à devenir développeuse senior. Plein de choses, plein de choses. Ok. Plein de choses, j'ai commencé le développement, j'ai bifurqué un peu par la gestion de projet, j'en suis repartie. Et après, effectivement, à la fin, j'étais experte technique transverse sur 3 équipes de développement, si ça a un sens, à accompagner les projets de tout le département, en fait. De la vente à la mise en production. Ok. Et du coup, tu as fait comment pour monter très vite techniquement, en fait? Parce que là, tu étais... D'habitude, pourquoi je te pose cette question, c'est que souvent, quand tu sors
du monde du travail, c'est qu'on te conseille, bah, vas-y dans des sociétés de services, ça te permet de changer plein de projets à chaque fois, enfin, changer de projet souvent, ça te permet de voir des stacks différentes, d'équipes différentes et tout. Toi, tu es resté dans la même entreprise et je te connais techniquement, tu es super bonne, techniquement. Comment tu as fait? Tu as fait des projets perso, du open source. Qu'est-ce que tu as fait pour monter vite? Non, j'ai pas vraiment fait des projets, pas tant que ça, des projets perso. Que quand j'étais enceinte de mon premier fils, parce que je m'ennuyais un peu. Mais... D'accord. Ouais. Non, comment dire? Ça dépend des personnes qu'on rencontre, en fait. Vraiment, je pense que c'est ça qui joue le plus. Parce que j'ai eu des périodes vraiment très dures où les gens m'ont tous dit que j'étais nulle. Donc c'était pas vrai, mais bon. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que j'étais super forte. D'accord. Ce qui est un peu bizarre en fait. Du coup, c'est un peu compliqué. Passer de t'es nulle à t'es très bonne. Ah ouais, parce que ça s'est fait en 6 mois de temps. Ouais. Ah ouais. En 6 mois de temps, je suis passée de t'es très nulle à t'es très forte. Donc l'un d'eux n'avait pas vraiment raison et on sait lequel. Ok. Voilà. Ouais. Et j'ai rencontré des gens qui ont cru en moi et je pense que c'est ce qui m'a le plus portée. Après, il y a les opportunités, quoi. Voilà, il y a des fois où il y a des projets qui se présentaient et j'ai levé la main en disant je suis intéressée, j'ai envie d'aller dessus. Voilà, c'est un mix de construction et de rencontres et d'opportunités, quoi. Il faut un peu de tout. Et après, moi, c'est plus... J'ai pas tant fait... J'ai fait un peu de projets perso quand j'avais pas d'enfants. Oui. C'est ultra compliqué quand tu as une vie de famille. J'ai fait un site web pour une asso et je m'étais tentée de faire un truc pour lire les partitions sur la tablette en cliquant avec le pied pour que ça scrolle, mais bon voilà, c'était vraiment très archaïque. Ouais. Mais non, et puis comme j'ai pas mal d'activités en dehors, de toute façon, j'ai d'autres choses à faire que de l'informatique en dehors du travail. Ouais. Non, ce que je fais, c'est que je prends le temps d'essayer de comprendre les choses. Donc, quand il y a un problème et tout, je vais aller voir la documentation officielle, je vais bidouiller. Moi, je suis très dans le pratique et les mains dans le cambouis, donc je vais aller bidouiller des trucs jusqu'à comprendre vraiment comment ça marche dessous, etc. En fait, ta montée de compétences, c'est directement pendant le travail d'essayer de bien comprendre, de bien faire. Et comme quoi, parce que tu vois passer parfois sur LinkedIn des gens qui te disent si tu es développeur ou développeuse et que tu ne fais pas de projet perso, tu ne fais pas de trucs machin, tu es nul. Mais c'est n'importe quoi. Déjà, quand tu es une femme, tu as une autre vie que le monde du travail, déjà, avec tout ce que tu fais. Dans la vraie vie. Oui, il n'y a pas que les femmes. En fait, finalement. Il n'y a pas que les femmes. Globalement, toutes les minorités, en général, ont des vies beaucoup plus compliquées que... C'est vrai que c'est un raccourci. Il n'y a pas que les femmes. Il y a aussi plein de minorités et même des pères aussi, quelque part, qui priorisent leur vie de famille. Ok. Du coup, tu disais que tu as d'autres choses que tu fais... en dehors de ton travail, donc du coup, tu as des engagements sociaux. C'est quoi, qu'est-ce que tu fais en dehors, en fait? Ça dépend, oui, ça dépend des moments, mais je suis un peu engagée dans les assos, dans Yesso. Dans Yesso, avant Yesso. On reviendra dessus parce que c'est le numéro 2 dans Yesso que vous voyez là, mais avant Yesso, d'accord? Yesso n'existe qu'il y a un an. Oui, j'ai été pendant plusieurs années à l'équipe d'organisation de Duchesse France. Donc j'étais d'abord dans Duchesse France en tant que, on va dire, membre de la communauté, etc. Je suis allée voir quelques conférences et tout. C'est vrai que j'ai rencontré cette communauté, puis ça m'a parlé. Et puis en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de soutien. Et souvent, en fait, dans les entreprises, moi, c'est plus le cas maintenant, mais souvent dans les entreprises, j'étais la seule femme dans les équipes, ou la seule femme tech, ou la seule... Et en fait, il y a un moment donné, on se dit, mince, est-ce que je ne suis pas une curiosité bizarre et tout ça? Et en fait, voilà, donc avoir discuté avec d'autres femmes tech, et des fois on discute juste de la tech d'ailleurs, mais des fois on discute d'autres choses et de la vie, et en fait ça fait se sentir moins isolé dans les entreprises, et ça permet de rester motivé vis-à-vis du travail, etc. Donc dans Duchesse, j'ai trouvé ça, je trouve une communauté vraiment
bienveillante, à l'écoute, voilà. Et c'est quoi la mission de DICES? Ceux qui ne savent pas, DICES France, c'est quoi la mission? C'est quoi cette communauté? Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Oui, alors DICES France, c'est né de Java et des conférences. C'est-à-dire que le premier constat, c'était que déjà en conférence, il y a peu de femmes dans le public, mais il y a il y avait vraiment très peu de femmes sur scène, quoi. Oui. Vraiment très très peu. Dans les Devox, dans les conférences très Java, quoi. Et donc ce sont des Hollandaises qui ont créé Duchesse aux Pays-Bas. Pour ça, pour essayer d'avoir une communauté, de motiver, de s'entraider, etc., pour aller dans les conférences. Et du coup, en France, le nom Duchesse a été repris aussi pour faire la même chose en France, quoi. Après, maintenant, voilà, chaque association est totalement indépendante, il n'y a plus trop d'interaction au final, mais c'est pas grave. Voilà, et après, Duchesse, ça s'est élargi parce qu'en fait, en vrai, dans une vie de développeuse, on ne reste pas sur un langage. Oui, donc il y en a qui ont commencé Java mais qui sont partis sur du Docker et du Go, il y en a qui sont partis sur du JavaScript, du Ruby, enfin voilà. Donc au final cette communauté s'est élargie un peu à toutes les technologies, de la base de données, du Postgre, enfin voilà, de l'IA, etc. Et c'est juste une communauté de femmes dans la tech, quoi, globalement. Et c'est exclusivement féminin, en fait. Alors, exclusivement le des réseau, femmes, il n'y a pas d'hommes oui. dedans. Ouais. Le réseau, oui, le Slack privé, il est exclusivement... En fait, à la base, il était mixte. Mais c'était trop compliqué de gérer les égos des gars qui étaient dessus, en fait. D'accord. Pour faire vraiment simple et raccourci. En fait, ils étaient moins nombreux, ils envahissaient toute la place. Enfin, c'était vraiment... voilà. Donc, on a été obligé de mettre le haut là. Et sachant que Duchesse, c'est que des bénévoles, hein, donc c'est sur le temps libre, en fait, qu'on fait ces choses-là. On n'est pas community manager, on n'est pas... Voilà, on a le travail, les enfants, etc. Donc, voilà, on a dit stop, c'est trop compliqué, c'est trop lourd à gérer. En plus, il faut ménager les égos, c'est un peu chiant, quoi. Donc, voilà. Et du coup, on est passé sur un Slack privé réservé aux femmes. Cette fois-ci, et bon, on a des hauts et des bas, hein, il y a quand même, c'est pas non plus 100%. C'est à chaque fois quand tu as une communauté, c'est toujours, voilà, un peu ça plus reste des humains, oui. Ça reste des humains, ça reste des humains, même si c'était la même famille, ça reste quand même des humains, c'est compliqué à gérer. Et en dehors de DICES, du coup, DICES, tu disais, donc c'est une communauté exclusivement féminin où la mission, c'est un peu féminiser, que ce soit les confs et puis... C'est plutôt axé conférences, normalement. D'accord. C'est vraiment aider à ce qu'il y ait plus de femmes dans les conférences, qu'ils fassent des talks, des choses comme ça. D'accord, très bien. Et du coup, s'il y a des organisateurs de confs qui nous regardent, c'est quoi le process? Les gens vous contactent et après vous... Enfin, les gens contactent la communauté du CES et après ils proposent des speakers ou comment ça se passe concrètement? En fait? Moi, ça arrive pas très souvent que les organisateurs ou organisatrices nous contactent, en fait. C'est plus des membres de Duchesse qui disent moi j'ai envie de répondre à tel call for paper, est-ce qu'il y en a qui peuvent m'aider à rédiger le contenu, etc. Après, quand les conférences nous contactent, soit ça peut être qui nous offrent quelques places, en fait, quelques billets d'entrée. Des fois, c'est pour inviter à des tables rondes. Donc, ils contactent la core team, soit par email, soit par LinkedIn, parce que les membres de la core team, donc l'équipe organisatrice, sont sur le site de Duchesse. Donc voilà, on est joignable là. Et après, voilà, on discute du partenariat éventuel. Ok, très bien. Et du coup, j'ai vu aussi que tu étais dans une autre asso. Toujours pas Yeso, hein. Yeso n'arrive pas encore. Et celle-là, c'est laquelle et qu'est-ce qu'elle fait aussi? Tu parles de Mixtine, j'imagine. Ouais, voilà. Je parle de Mixtine parce que là, je me rapproche sur Lyon, en fait. Il faut qu'on parle de la base lyonnaise. Voilà. Alors, Mixtine, c'est une association qui vise à faire découvrir le code aux enfants. Donc, ça commence vers 6-7 ans parce qu'il faut commencer à savoir lire un peu, voilà, pour lire des fiches, etc. Et souvent, passé 12 ans, les enfants trouvent qu'ils sont trop vieux pour faire ça, mais voilà. S'ils veulent venir jusqu'à 16 ans, 18 ans, on les accueille, il n'y a pas de souci.
Donc, c'est une petite équipe de personnes voilà, qui sont motivées pour faire découvrir le code avec des outils ludiques. Donc, il y a Scratch, il y a des Timio, il y a des Microbit qui sont des petites cartes programmables. Il y a Pyrate qui est pas mal, franchement, c'est disponible sur Internet. Hein, c'est du Python, mais pareil, en mode très éducatif et très rigolo. Voilà, donc on fait des ateliers. Mixtin, c'est une association qui est née des conférences Mixit. Les conférences Mixit, c'est des conférences d'informatique et d'agilité sur Lyon, qui ont lieu tous les ans en avril. Donc traditionnellement, il y a un Mixtin à peu près en même temps que Mixit, quoi. Dans les mêmes locaux, etc. Et après, sinon, le reste de l'année, on a un partenariat avec la Maison des mathématiques et de l'informatique de Lyon, qui nous prête les locaux voilà, de façon régulière. Donc, il y a des ateliers. Et les gens qui veulent y participer sont sur une mailing list. Dès qu'il y a un atelier, voilà, les gens sont informés. Et souvent, c'est plein en moins de 5 minutes. Mais voilà. C'est ça. Il y a une trentaine de places, quoi. Ouais, c'est intéressant. Ça, c'est un futur partenaire aussi de Yeso. Alors, du coup, on va arriver sur Yeso. Moi, il faut savoir que j'ai rencontré Angélique en conférence. On était toutes les deux invitées à une table ronde. Et on est sortis de cette table ronde en se disant on va être les meilleurs amis du monde. Et c'est parti très vite. Sauf qu'en fait, Angélique n'avait pas anticipé qu'en me laissant une petite porte ouverte, que j'allais lui prendre tout le bras, d'accord? Parce que du coup, j'étais en construction de Yeso, je commence à la solliciter, elle commence à s'impliquer et finalement, elle commence à se voir dedans et c'est parti comme ça. Voilà. Et je suis tellement ravie parce que au final, sur Yeso, il y a des squads, des leaders de squads, de différentes squads. Et toi et moi, au final, on n'est pas forcément sur une squad. Toi, tu es sur le réseau, mais au final, tu es un peu plus que sur le réseau, puisque du coup, tu es là, un peu comme ce que tu fais au boulot, tu es là au secours de quiconque frappe à la porte d'Angélique pour aider. Et ça, je suis ravie. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as rejoint déjà Yeso et qu'est-ce que tu aimerais plus pour 2025 faire dans Yeso? Très bonne question. Il y a plein de raisons qui se cumulent en fait. Il y a le fait que ce soit une association un peu plus locale à Lyon, qui est plus proche de là où j'habite que des associations plus voilà. Il y a le projet. Le fait d'avoir ce système de mentorat à 3 niveaux avec des femmes en activité qui peuvent mentorer des étudiantes ou des juniors et des femmes donc, plutôt en poste de leadership, de management ou voilà, je sais pas, des directrices, des fondatrices, des personnalités avec un fort leadership qui peuvent mentorer aussi des femmes comme moi. Parce que c'est vrai que, comme je disais, des fois on se sent seul, des fois on se sent perdu. Mais là, d'autant plus que je suis à un poste où j'ai beaucoup de personnes que moi, je ne sais pas si je mentor, mais je coach, mentor un peu au quotidien. Oui. Mais moi, de mon côté, j'ai du mal à avoir... c'est lui qui te mentor. Ouais, je suis un peu dans le flou, où est-ce que je vais. Donc, j'ai besoin d'avoir des fois des discussions un peu plus haut niveau, quoi. Que je ne trouve pas du tout en entreprise, en fait, dans aucune entreprise. Là, pour le coup, tout le monde est sur pied d'égalité. Le management dans l'IT, c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait que ça progresse un peu plus. Mais voilà. Donc, du coup, il y a ça. Et après, moi, j'aime beaucoup l'aspect... Voilà, en découvrant, au début, j'ai mis effectivement un bout de doigt dans Yeso. Je t'ai dit, je ne peux pas tout faire. J'ai un temps limité, etc. Moi, je suis plus dans l'arrière-boutique, sur les niveaux techniques, voilà, configurer les GitHub, les Slack, les trucs. Voilà, c'est un peu mon dada. Je suis moins, comme là aujourd'hui, mais je suis moins dans la lumière et tout ça.
Et ce que j'aime beaucoup dans Yeso, c'est que c'est quand même très organisé en fait. J'ai été dans d'autres assos que toutes celles dont on a parlé encore, hein, et là c'est vrai que j'aime beaucoup le cadre et le fait que voilà, il y a une squad qui gère cet aspect-là, il y a une squad qui gère cet aspect-là, une squad qui gère cet aspect-là. C'est 2-3 personnes motivées, ça marche bien En fait, ça marche bien. Si tout le monde a un avis sur tout, ça dilue, puis ça part dans des discussions qui durent des heures, etc. Et si c'est tout le monde, c'est personne. C'est dur de trouver des gens responsables. Enfin voilà, ça marche bien quand on est 2-3 en fait sur vraiment des sujets assez. Et donc là, cette organisation en squad, moi je trouve qu'elle est vraiment très très bien. Je pense que le challenge, c'est d'avoir toujours des gens dans les squads. Je pense c'est ça, c'est ça. C'est d'arriver parce que les gens, ils ont de la dispo, ils ont plus de dispo, ils ont l'envie, ils ont plus l'envie, c'est normal. Et on a décidé de la flexibilité aussi, tu peux arriver et repartir quand tu veux. Ces 2 points déjà que tu as énumérés, surtout celle de l'organisation en squad et le fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour gérer une squad, ça, je te remercie, toi, parce qu'au final, dans Yeso, on a beaucoup bénéficié de ton expérience d'avant. Parce que si tu te rappelles, avant qu'on mette en place ça, on avait quand même gribouillé pas mal de choses. Mais à chaque fois, on n'a pas pris seulement ce qu'on voulait, on a appris avec le retour d'expérience que tu avais, avec le fait que les gens, dans les associations, les gens sont très motivés au début, mais ils peuvent vite abandonner. Ça, c'est donc il faut laisser de la flexibilité aux gens. Et puis l'autre côté aussi, le point qu'on avait commencé d'ailleurs, ça allait se planter complètement, le fait que y a plein de gens qui arrivent, tu laisses tout le monde faire tout et rien en même temps. Et ça, le fait qu'on est limité qu'à 3 binômes ou trinômes pour une squad, ça, c'est grâce à toi, dans le sens que je t'ai beaucoup questionné sur ce que tu as vu qui ne marche pas, ce que tu as vu qui marche. Et aussi le côté, ça c'est beaucoup toi et Céline Louvet, le côté on ne peut pas tout faire. Parce que moi, c'est ça mon vrai défaut, c'est que je suis tellement enthousiaste, j'ai tellement d'énergie, je veux tout faire. Et donc là, je vous remercie sur ça parce que du coup, il y a toutes les squads, il y a les gens les leaders de squad, les machins, mais il y a 2-3 personnes à qui j'appelle en dehors de squad que vous gérez pour savoir si j'y vais pas vite ou pour savoir, en tout cas, si on est sur le bon chemin, mais pas seulement ton avis ou l'avis de Céline ou Ornella, c'est de votre expérience, qu'est-ce qu'on va en sortir en fait. Et ça, je pense qu'on va tellement remercier les assos qui existent parce qu'au final, on a un peu capitalisé sur ce qui marche et un peu enlevé ce qui ne marche pas au final. Et donc ça, je te remercie 10 000 fois et je suis trop ravie. Et donc, du coup, la question Yeso se ferme. Non, on n'a pas parlé de qu'est-ce que tu aimerais pour 2025. Oula, pour Yeso. Oui, pour Yeso et on va revenir aussi sur ta carrière. Pour Yeso, moi j'aimerais beaucoup la journée ou la demi-journée sororité dont tu me parles, là, oui. Donc de se rencontrer, parce qu'on discute un peu sur le Slack, il y a des meet-ups sur Lyon, mais voilà, vraiment avoir une journée un peu dédiée où on se rencontre nous. Oui. Je pense que ce serait vraiment très très enrichissant. Et l'animation que Marjorie veut démarrer au mois de janvier, qu'est-ce que tu attends de ça? Est-ce que tu aimerais participer? Est-ce que tu attends que ça nous... Sur les masterclass, là, tu veux dire? Sur les masterclass, les cafés échanges, enfin... Qu'est-ce que tu en penses de l'idée, en fait, déjà moi, je trouve que c'est très bien. On a discuté, mais l'idée, c'est de pas de remplacer des formations. Donc, c'est plus des formats de découverte, c'est plus de l'échange, une demi-heure, 3/4 d'heure entre midi et 2. Après, moi, j'aime bien plus
des choses techniques. Donc, moi, je suis hyper motivée pour faire une session Git, Docker, Slack, on en a parlé, des trucs comme ça, sans aucun souci, quoi. Après, sur les sujets un peu périphériques, négocier le salaire, tout ça, c'est moins mon truc. Voilà. C'est moins ma cam. Mais... On ne t'attend pas là-dessus. Il y en a plein d'autres qui savent le faire. Voilà, surtout que moi, tout ce que j'ai entendu, ça n'a pas du tout marché comme ça pour moi. Donc, voilà. Ouais. Et niveau carrière, je sais que tu viens de prendre ton nouveau poste. Et je t'avoue que j'ai dansé ce jour-là quand tu m'as fait le petit SMS. Ça y est, je suis staff. J'ai monté un niveau en poste et j'ai dansé dans le sens que je te connais techniquement, tu es au top et tout ça, mais je ne sais pas pourquoi, peut-être tu as un avis dessus. Rencontrer une développeuse senior, tu en rencontres en fait, il y en a beaucoup, beaucoup par rapport à ce qui existe, je veux dire. Mais rencontrer une développeuse qui est montée en poste, parce que senior, il faut savoir, ce n'est pas l'entreprise qui te donne ça, c'est ton expérience, techniquement, et puis... oui, et puis là, dans l'informatique, au bout de 5-6 ans, je crois que tu peux prétendre, je ne sais plus, je n'ai pas suivi. Mais... ouais, être développeuse senior, mais par contre, responsable des développeurs ou VP Tech ou bien peu importe l'appellation qu'on va donner, en tout cas monter en responsabilité sur papier, c'est très compliqué chez les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Qu'est-ce qui se passe en fait là-haut en fait? C'est déjà très compliqué en France, tout court. Ouais. En France, moins maintenant, mais alors moi quand j'ai commencé il y a 15 ans, la carrière, c'était développeur, chef de projet, manager. Alors que chef de projet, on est d'accord, ce n'est pas notre métier en fait, c'est un autre métier à part. Ça fait partie du métier d'ingénieur dans l'ingénierie, etc. Ouais. Ce n'est pas le même métier que le développement. C'est intéressant de connaître le développement pour faire de la gestion de projet. Oui. Mais manager, moi j'estime que c'est vraiment une reconversion pour le coup, d'être manager. Ce n'est pas une évolution en tout cas Mais c'est une évolution en termes de barreau d'échelle, de hiérarchie dans les entreprises. D'accord, si tu vois comme ça, je l'accepte. Ok. Effectivement, voilà, quand on se dit on a envie de monter, on n'a pas envie de descendre dans la hiérarchie sociale en fait. Personne n'a envie de descendre dans la hiérarchie sociale, tout le monde a envie de monter, c'est normal. Et du coup, c'était la seule voie vers le haut, quoi. Donc, de plus en plus maintenant, il y a des voies un peu techniques qui permettent de monter. Donc, déjà, voilà, en France, c'est pas aussi bien reconnu qu'aux États-Unis ou au Canada, où là-bas, les développeurs sont plus payés que les managers. D'accord. Oui, parce que c'est ceux qui font le produit, en fait. Voilà, les managers, si on leur dit vous êtes moins payés que les gens que vous encadrez, ça va poser plus de problèmes en France, je pense. Donc, tu veux dire que monter en responsabilité, ce n'est pas forcément chez les femmes que c'est compliqué, tu veux dire que c'est en général chez les développeurs et alors, c'est de base compliqué. D'accord. Voilà. Moi, je pense que c'est de base encore compliqué aujourd'hui. Et après, je pense que c'est d'autant plus compliqué pour les femmes parce que, il y a plein d'études qui le disent, mais on les pousse vers des rôles humains, sociaux, voilà. Tout, juste parce que la plupart, pas toutes, mais majoritairement, les femmes sont plus capables de s'exprimer, de gérer les humeurs variées des gens. Et c'est des préjugés aussi. On se dit qu'ils savent faire ça et tout ça, voilà, mais ce n'est pas forcément une vérité. C'est une construction sociale et un préjugé, mais les deux le préjugé entretient la construction sociale, donc voilà. Voilà, ça aide pas parce que du coup on pousse les femmes hors de la technique en fait. En leur disant mais si, moi j'ai déjà eu en entreprise un client qui voulait parler qu'à la femme de l'équipe et du coup elle s'est retrouvée catapultée chef de projet alors qu'elle voulait coder quoi. Parce que le client en fait il était plus conciliant avec elle, donc on pouvait plus signer d'avenants, de trucs. Voilà. Et du coup, elle qui voulait développer s'est retrouvée à gérer le client. Mais du coup, le temps où elle gère le client, elle code plus. Et comme elle code plus, elle monte pas techniquement. Et après, on va lui dire, oui, mais techniquement, du coup, c'est un peu juste. En fait, on l'a mis en frontal client parce que le client il est biaisé dans sa tête. Donc voilà, il y a des mécanismes comme ça qui font que effectivement, c'est plus dur. Et après, il y a plein de... L'IT étant très masculine, en fait, les critères
les critères pour monter sont très masculins. Oui, sont aussi. basés sur... ouais, effectivement. Sont très masculins. Et en plus, les techniques masculines ne marchent pas quand on est une femme. C'est-à-dire que les managers qui vont dire à une femme « mais vas-y, il faut que tu t'affirmes, machin, faut que... Hein ». Et en fait, une femme qui s'affirme, elle est agressive, alors qu'un mec qui s'affirme, il est assertif, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut, lui et tout. Une femme qui va s'affirmer, c'est « ah, elle est agressive, c'est désagréable ». Sauf que la description du poste dit bien, il faut s'affirmer, il faut ceci, il faut cela. Donc, du coup, et en fait, les managers qui ont l'habitude d'encadrer des gars, ils donnent les mêmes consignes. Mais en fait, ça ne marche pas quand on est une femme, ça ne marche pas de cette façon-là. Donc, il faut un peu réinventer son poste sans sortir trop de ce qu'ils connaissent. Enfin, voilà, c'est un équilibre qui n'est pas évident à trouver, quoi. Sans se perdre non plus, hein, parce qu'on ne peut pas se transformer en gars. Et toi, sans se perdre non plus, parce qu'il ne faut pas non plus, tu as raison, se déguiser en homme ou changer sa féminité quelque part. Et du coup, toi, tu as toujours voulu une évolution technique, en fait, une évolution en responsabilité, mais tout en restant dans la technique, ou c'est juste arrivé comme ça Non, c'est pas arrivé comme ça. C'est-à-dire que j'ai essayé, j'ai un peu dit tout à l'heure, mais j'ai essayé la gestion de projet, un peu de management. Mais en fait, je me rends compte que si je suis trop loin du code, je ne suis pas heureuse dans mon travail. Et même si les autres gens me font j'ai plutôt eu des retours positifs sur l'encadrement, par exemple, en fait, moi, ça m'épuise. Je suis désolée, les gens m'épuisent. J'ai besoin de moments toute seule avec mon code, en fait. C'est vraiment là où je me fais plaisir. Tu aimes plus parler à ton code et ton petit canard en plastique à côté que l'homme, quoi. Donc, mais c'est tout, enfin, c'est comme ça. Mais c'est en essayant, je me suis rendu compte, je me suis dit, non, mais en fait... mais moi, je pense qu'il faut essayer quand même des choses. On se dit, tiens, ce poste... Peut-être que oui, et on essaie. Enfin, j'ai essayé, j'ai dit non, finalement, je préfère une autre façon. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseilles s'il y a des filles qui nous regardent là, nos IT women préférées et qui aimeraient monter en poste, je ne sais pas moi, staff engineering, VP Tech, je ne sais pas moi, toutes les nominations qui existent. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Qu'est-ce que tu conseilles à ces gens-là? Parce qu'il y a quelque temps, toi-même, tu réfléchissais. Est-ce que d'ailleurs, avant cette question-là, est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté, en fait? Tu t'es dit, est-ce que je vais y arriver à changer de poste? Est-ce que je ne me trompe pas de vouloir rester techniquement, monter, mais tout en restant dans la technique? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as douté un peu ou pas du tout? Oui, il y a plein de moments où on doute tout le temps. Je me suis demandé à un moment si j'arriverais à être staff parce que il y avait plein de gars autour de moi qui étaient moins forts que moi techniquement, qui géraient moins bien les trucs et tout, qui passaient staff et moi j'y passe pas. Et en fait, le vrai conseil c'est que si tu sens que tu n'es pas soutenu, ni par ton manager, ni par ton N+2, que tu n'as pas de soutien et que les gens ne croient pas en toi, il vaut mieux partir ailleurs, en fait. Enfin, vraiment, c'est mort, quoi. Déjà, de base, c'est dur, voilà, parce qu'en fait, les gens, ils ne sont pas capables de voir qu'ils ont des biais, et ils ne sont pas capables d'essayer d'être objectifs sur les gens. Ils vont avoir du feeling qu'ils vont suivre en disant « Ouais, mais lui, il vient d'être papa, il est sérieux quand même, on peut compter dessus. Elle est maman. Bravo, il est papa. Elle va être absente toutes les 5 minutes parce que les enfants sont malades. » Enfin, ça, c'est vraiment... les biais, je ne sais pas combien il y a d'études sur ça, mais une femme qui devient mère, elle est... C'est très négatif. C'est très négatif au niveau du travail. Un mec qui devient papa, il est promu. Oui. Voilà, donc c'est vraiment statistique. Oui. Et bref. Et du coup, oui, il y a des grands moments de doute parce qu'on se dit, mais mince, quoi, mais lui, il vient d'y passer, il est moins fort que moi, enfin, ça dépend sur des aspects, et en plus, il n'a pas géré les trucs correctement, ou voire tu as géré ses trucs à lui, en fait, ça arrive plein de fois que, en fait, c'est toi qui as géré tous les trucs, et c'est l'autre qui est promu, quoi. Oui, c'est ça, et parfois même qu'il l'accorde à lui, voilà. en fait. Et d'un autre côté, on n'a pas le droit d'être honnête. En fait, à partir du moment où on dit
Mais vous vous rendez pas compte que seuls les gars sont promus et les femmes sont pas promues dans votre boîte, ça paraît un peu sexiste. Alors là, levée de parapluie, de bouclier, de trucs, de machin. En fait, on n'a pas le droit de leur mettre la réalité en face. Donc il faut essayer de trouver des contournements, il faut dire oui, mais là, alors il faut justifier 10 fois plus en fait, chaque truc, chaque point, il faut justifier 10 fois plus, quoi. C'est hyper usant et même on n'arrive pas au bout, quoi. Donc vraiment, s'il n'y a pas le soutien, et c'est dur, hein, parce que moi j'ai déjà eu le soutien du manager, mais pas du directeur, qui a complètement bloqué. En fait, c'est dur de savoir déjà qui soutient, etc. Donc, ouais. Donc, il faut partir si on voit que c'est bloqué. Puis après, à un moment donné, voilà, moi j'estime avoir été discriminée de façon sexiste par certaines entreprises. Je n'ai pas fait de procès, donc je ne peux pas les nommer. Mais moi j'estime que c'est ce qui s'est passé. Je suis partie assez rapidement. Et après, voilà, au bout de... Je me suis dit, mais mince, en fait, le niveau staff, je l'ai, quoi. Je m'en fiche qu'ils ne me le reconnaissent pas. Moi, j'estime que je l'ai. Parce donc, que c'est ce que tu fais au quotidien, en fait. Donc, je l'ai écrit sur mon CV. Mon CV, c'était plus Senior Software Engineer, c'était Staff Software. Quand j'ai quitté, là, j'en ai fait plusieurs. Mais... Je me dis, mince, staff, en fait, j'ai totalement le niveau, donc on va arrêter. Ce que je cherche, c'est un poste de staff ou de principal. Je mets au moins staff, quoi. Ouais, complètement. Et ouais, donc ces discriminations, ça peut être d'abord les allers-retours que tu faisais ou le fait que d'autres moins bons que toi passaient devant toi. Comment ça se formalisait? Tu en as un des exemples, ça l'est nommé en fait? Ah, il y a un truc, j'étais dans une boîte avec un pote qui est passé staff l'année où moi on me l'a refusé. Et je lui ai dit, mais alors moi j'avais rempli un Excel, il y avait un Excel avec les listes des caractéristiques et tout. Mon manager m'avait dit, bah t'as pas besoin, t'inquiète, ça va le faire. Donc voilà, mais je l'ai fait avec un autre collègue qui lui aussi essayait de... Enfin bon, c'est tout. On s'est entraîné, j'ai rempli toutes les cases, tout qui était super... Enfin, il y avait tous les voyants ouverts, etc. Donc j'ai pas eu le poste, voilà. Et j'ai un pote qui c'est vraiment un ami à moi dans la boîte, quoi, pas dans la même équipe, mais dans une autre équipe, qui est passé staff cette année-là. Et je lui ai pas dit que moi j'avais demandé, etc., etc. Donc c'est tout, on fait un petit café virtuel en visio, machin. Je dis, bah alors, comment t'as fait pour être staff et tout. Il faut, bah, c'est assez simple, j'ai juste demandé. Oh, et là, alors là, c'était fini, quoi. Oh là et là, là. je me dis, mais enfin, ils sont pas crédibles, quoi. Alors que tu avais tout justifié et tout ça. Mais je pense qu'ils ne comprennent pas que les gens ils se parlent, en fait. Je sais pas, je comprends pas. Je comprends pas le... Ouais. Non, mais c'est chaud. On arrive à la fin, on finit par cette tristesse-là, parce que c'est une tristesse, c'est même énervant, en fait. Est-ce que si tu avais un conseil pour féminiser les équipes techniques, tu as une entreprise face à toi qui aimerait bien, parce qu'ils le disent tous, j'aimerais bien avoir plus de femmes dans mes équipes, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est l'open bar, hein, tu peux partir des études ou des étudiantes à machin. Qu'est-ce que tu conseillerais? Et ça sera notre mot de fond. Ok. Alors, je vais être très pragmatique. Les femmes quittent l'informatique à 35 ans. Donc, des seniors dev, il y en a très peu. Il faut les voler aux autres entreprises. C'est compliqué. Okay. Donc, le meilleur moyen d'avoir des femmes dans l'équipe, c'est de passer par la reconversion. Parce que la reconversion, aujourd'hui, elle récupère toutes les personnes qui ont été totalement évincées des études de la voie royale et de tout ça, de l'informatique, pour diverses raisons. Il y a pareil des études qui montrent vraiment que les femmes particulièrement sont évincées des voies royales. Donc aujourd'hui, les femmes, elles arrivent via la reconversion en deuxième, troisième métier, etc. Et en plus, là pour en côtoyer pas mal, c'est quand même des personnes hyper motivées, qui en fait ont une vie antérieure, donc sont capables de plein de choses. En fait, dans l'informatique, il n'y a pas que le monde du travail. Il y a pas que le code, il y a les délais, les coûts, savoir dire les choses sans bouder. Et... Effectivement, et voilà. Ça, il y en a beaucoup. Et en fait, ça fait des super personnes dans les équipes, et ça fait des équipes vraiment solides, moi je trouve. Donc c'est vraiment...
Après, sinon, il faut aller les voler aux autres entreprises, les femmes, mais c'est pas facile. Allez, en tout cas, merci beaucoup, merci. Et je suis hyper ravie. Si vous voulez en savoir plus sur le parcours de Angélique, elle a fait une interview écrite sur le site ISO. Voilà, il y a une interview de toi et puis elle a une page LinkedIn où vous pouvez la suivre. Donc voilà. Merci, ma chère. Merci, Oulimatou, merci beaucoup. C'était trop bien, ma chère. Salut. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, abonnez-vous et surtout rejoignez l'association ISO. Toutes les infos en description.